Je l'ai promis, il faut qu'on se la fasse quand même. Alors le premier couplet et le refrain de notre hymne international. C'est parti. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison donne en son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé faisons table rase, fouleux esclaves, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. L'international sera le genre humain. Merci camarades. Donc maintenant, vous savez que dans la foulée, on remercie Zizou et dans la foulée, il y a nos cartes blanches qui vont se succéder en commençant par celle du Venezuela. Alors je laisse la parole à William puisque c'est lui qui est plus spécialement chargé de cela. Le Venezuela, Cuba, le Cameroun, mais voilà. Donc, allô, allô. Chers amis, chers camarades, on va enchaîner par un début d'après-midi après la chanson militant en solidarité aux luttes des peuples. Alors, l'idée c'est, vous l'avez vu sur le programme, on disait carte blanche A, c'est la parole, c'est pas un débat, c'est les camarades qui vont s'exprimer sur différentes situations. Nous aurons l'Afrique avec plusieurs interventions de pays sur le Cameroun, sur le Togo, sur le Soudan. Nous aurons l'Amérique latine avec Cuba et, si je puis dire à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par le Venezuela. Le Venezuela qui un pays dont on parle pas suffisamment dans cette fête et qui pourtant a besoin de notre solidarité. Vous le savez, le Venezuela est sous la menace de l'impérialisme américain, comme l'UFC l'a dénoncé encore tout récemment dans une déclaration qu'on doit trouver sur notre stand d'ailleurs, quelque part. Et donc c'est pour ça que nous avons l'honneur et la joie d'avoir parmi nous plusieurs invités qui prendront la parole successivement pour apporter un éclairage. Nous avons parmi nous Henri Parra, secrétaire général du Parti communiste venezuélien, qui s'exprimera. Nous avons aussi Margarita. Alors moi j'ai un très mauvais accent espagnol, très mauvais. En fait je ne parle pas du tout espagnol, pas du tout, alors là pour le coup. Maï, de l'Alba TCP. Nous avons aussi, j'ai vu, je l'ai aperçu, Maurice Lemoine, qui, journaliste, grand témoin de l'Amérique latine, qui s'exprimera. Voilà, voilà. Alors, est-ce que les camarades peuvent
éventuellement, il y a quelques places encore devant, peut-être s'installer. La caméra est au point. Alors, on va les mettre là. Est-ce que les camarades du PC Venezuela peuvent... alors moi je ne les connais pas. Plus là. Est-ce qu'ils sont arrivés ou pas? On m'avait dit. Elle lui a dit à Magdalena Augusta, qu'ils étaient en route. tu sais s'ils sont arrivés? Ils sont sur la route. Alors, je sais pas. Est-ce que peut-être... Ouais. Peut-être que tu peux ouvrir le date. De toute façon, c'est l'actualité. Ouais. Écoutez, nous attendons. Il devait être là sur la route, camarade Parra, secrétaire général du PC vénézuélien, n'est pas encore arrivé parmi nous. Alors, ce que on est en train de vérifier là, au téléphone. Peut-être il y a Maurice Lemoine que je vois apparaître. Je t'avais annoncé. Tu m'avais annoncé? Ouais, Mais moi je suis venu en touriste là. Non, mais tu vas Mais c'est bien que tu Mais non, fasses. non, je t'en vais prendre la parole. Attends, on ne savait pas. prends la parole. Voilà. Alors, écoutez les camarades, donc nous allons commencer ces cartes blanches à la lutte des peuples du Sud. C'est comme ça qu'on a appelé ce moment. Alors, visiblement, notre camarade vénézuélien, Parra, n'est pas arrivé encore, on n'arrive pas à le joindre à l'instant T. Alors, c'est pas grave. Ce que je vous propose, pour pas vous faire patienter, c'est qu'on commence peut-être à donner la parole. Nous avons déjà une vénézuélienne parmi nous, Maï, qui représente l'association l'Alba TCP, qui puisse déjà s'exprimer sur la situation. Je sais qu'elle nous a ramené quelques papiers en français, y compris d'informations. Tu puisses dire quelques mots, peut-être qu'après on élargira le propos, toujours sur le Venezuela, avec un fin connaisseur du Venezuela au vu de ses derniers écrits et conférences sur le sujet, Gilles Maurice Lemoine. Et donc voilà, on se fait ces interventions, qu'ils aient la parole, et je vous invite à éventuellement bien écouter, parce qu'on a besoin d'avoir les meilleures informations sur une situation complexe, dangereuse, puisqu'on parle bien de danger d'agression, clairement, et une situation qui est parfois mal expliquée, volontairement souvent, en France, et ayons un petit peu une autre information. Merci à toi si tu peux prendre la parole. S'il te plaît, même. Bon, bonjour. Como dit William, j'avais préparé autre chose. Et à la fin, on a dû changer parce que vraiment la situation s'est compliquée au Venezuela et il fallait répondre à ça. Mais d'abord, je voudrais remercier à la URS pour nous avoir donné la parole, parce que c'est important ça, donner la parole à Venezuela, ou à la République bolivarienne de Venezuela, pour dans cette fête. Et comme lui aussi l'a dit, dans ce moment c'est très complexe la situation au Venezuela. Mais j'ai voulu
commencer avec un texte parce que le 12 septembre, le Parti Socialiste Uni de Venezuela a fait un congrès exceptionnel, précisément, où le président Nicolas Maduro, c'est le président de ce parti, mais aussi le président constitutionnel de la République bolivarienne de Venezuela, s'est exprimé et lui il a dit le PSUV est obligé à se préparer à affronter la lutte armée si c'est nécessaire pour défendre notre territoire. Jamais j'avais pensé que je devrais prononcer cette parole, mais les circonstances historiques et notre responsabilité vers les enfants, vers notre peuple, qui me forcent à le prononcer. J'ai trouvé que c'était grave, parce que comme je pense que beaucoup ou quelques-uns nous connaissent, Venezuela toujours a lutté pour construire la paix. Mais la paix se construit, mais la guerre est là. Parce qu'on a les États-Unis en Europe qui permanemment est en train de nous embattre pour vivre de cette façon. Donc, je voulais parler initialement sur plein de choses, ça, la constitution, le développement économique, le blocus, la situation du gouvernement dans les États-Unis et la position de l'Union européenne, la manipulation médiatique, et on a ici une personne très connaisseuse d'État, sur le multilatéralisme, sur l'union civico-militaire policière, enfin, les différentes phases que Venezuela a trouvé comme pays anti-impérialiste pour réussir ces luttes et pour réussir la construction d'un pays avec une proposition ou une stratégie très, comme on dit, originale. Et c'est pour ça, en fonction de ces situations, je vais permettre de lire, pas totalement, mais lire la position d'un militant de l'Union communaire. Parce que c'est très important d'écouter les gens de là-bas. Et quelquefois, nous, on est habitués à écouter les médias, écouter beaucoup de choses, mais les gens, comment pensent les gens vénézuéliens? À part de moi, mais moi. Et il a fait un petit texte dans ce moment que j'ai trouvé très important et j'ai dit, je vais le lire et après ouvrir le débat. Parce qu'il touche des choses à sa façon, mais très importantes. Lui, il dit, depuis sa prise de pouvoir en 1988, notre révolution bolivarienne a dû faire face à divers défis dans des conditions variées. Les mécanismes d'attaque ont varié. Coup d'État, sabotage d'entreprise, sanctions, mesures coercitives, blocus, émeutes, sabotage financier, et même tentatives d'assassinat. Toutes ces attaques se sont déroulées dans des conditions très complexes, pandémie initialement, causant même de lourdes pertes parmi les hommes et les femmes de notre humble peuple. Chaque attaque mentionnée a été repoussée à maintes reprises grâce à la unité du peuple vénézuélien. L'impérialisme américain a mené diverses actions qui nous privent de notre droit à la liberté et à la poursuite de notre voie, notre propre voie. À chaque coup porté au peuple, nous avons progressé en termes d'organisation et de conscience politique collective. Cette fois, c'est le même impérialisme nord-américain qui planifie une intervention militaire, cherchant à changer par la force l'orientation stratégique de notre patrie, qui est consacrée dans la Constitution bolivarienne que nous avons construite et mise en œuvre tout au long de ces années de révolution. En octobre 2012, le commandant Hugo Chávez, à la fin de son discours, le coup de gouvernement, a scandé le slogan « La comuna o rien », l'indépendance o rien. Ces deux slogans incarnent la situation actuelle. La comuna doit garantir l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale. Comment y parvenir, se demanda lui.
avec les unités de milices communales et les brigades populaires de défense intégrale. Chaque conseil communal dispose d'un comité de sécurité et de défense. Ces comités sont partis de ces brigades populaires de défense intégrale. Ces brigades, ainsi que les millions de militaires de la commune, font partie d'un contingent stratégique appelé Unité de milices communales. Au Venezuela, nous comptons avec 5 336 unités de milices communales. Et dans chaque commune et circuit communal, une cartographie sociale et une carte de risques ont été élaborées collectivement. Tous ces organismes et instruments jouent un rôle dans la lutte non armée et jouent un rôle équivalent si le commandant en chef appelle à la lutte armée. La cartographie sociale nous permet de comprendre les territoires, ses acteurs et ses capacités, nous donnant aussi un avantage face aux ennemis extérieurs. Chaque membre de la communauté doit avoir une vision claire et sa mission et son rôle dans la défense de la patrie de Bolívar, Miranda et Sucre. Von Buchenwald, l'artisan de la défaite militaire américaine au Vietnam, soutient que le pueblo dispose de trois atouts clés: la initiative, l'audace et la surprise. Si cette initiative s'appuie sur des actions audacieuses et intelligentes depuis notre propre terrain, où nous sommes forts et pouvons les épouser, chaque jour qui passe sera une victoire pour la patrie dans la défense de la paix. Ces années de combat nous ont préparés au mécanisme de la guerre non conventionnelle. Et nous les avons vaincus. Nous avons su maintenir la paix. Cette fois, quel que soit le chemin, nous les vaincrons à nouveau. Il est essentiel que nous continuons à améliorer notre niveau de mobilisation et de réponse immédiate, en toutes circonstances, comme le dit le président Nicolás Maduro, avec nerfs d'acier et avec une confiance absolue dans la direction du haut commandement politique et militaire de la révolution. Nous sommes un peuple qui défend profondément la paix. Et dans ce sens, nous sommes prêts à faire n'importe quel sacrifice pour défendre les droits à la vie et à l'autodétermination en tant que peuple souverain. Enfin, en paraphrasant Bolívar, on a souvent vu qu'une poignée d'hommes libres vendre de puissants empires. Nous pouvons dire aujourd'hui, heureusement que nous ne sommes pas une poignée d'hommes, mais plutôt des millions d'hommes et de femmes patriotes avec une profonde conviction de la victoire et du projet stratégique. Gardons notre dignité intacte et défendons notre patrie. Il est temps de défendre la patrie, l'indépendance ou rien, la commune ou rien. Je pense que ça c'est... Je voulais plutôt, comme on dit, générer ou dire ces paroles témoignages d'une personne qui habite là-bas pour ouvrir le débat de ce qui est dans ce moment en train d'arriver au Venezuela. Merci Maï pour ce témoignage très fort. Je crois que peut-être tu nous as ramené un peu de lecture. Puisque la bataille de l'information est extrêmement importante, peut-être donner aux participants, alors je ne sais pas si c'est faisable maintenant ou peut-être après. C'est vrai. Bon. Comment? Oui, mais il y a 5 groupes seulement. Après, les gens... Ah, il n'y a pas assez, c'est quoi? Ah, c'est d'accord. Il y a 5 groupes de... Parce que je voyais un gros paquet de feuilles. Non, oui. En fait, c'est 5 paquets de... O sea, 3 paquets parce que j'ai donné à Légion de Marseille et j'ai donné à... Très bien. Bon, bonjour Vin. Oui, c'est bon. Merci. D'accord, très bien. Alors, on a une bonne nouvelle, c'est qu'il est perdu dans la tête, mais
Parra, Henri Parra, camarade secrétaire général du PC Plaisir, arrive bien. Mais il arrive. Je propose, puisqu'on est là, je ne prends pas débat, vous l'avez bien compris, c'est une succession d'interventions sur des thématiques. De donner la parole à Maurice Lemoine, toujours sur le Venezuela, parce que là, on a, je dois dire, un fin observateur ou un fin connaisseur de ce pays, et qui puisse un peu carte blanche, comme tu me dis, ce qui me paraît important à dire aujourd'hui sur la situation. Bon, on connaît le danger d'agression, mais je t'en prie. Merci. Bon, alors, on va être clair, j'étais pas censé prendre la parole. Je suis venu ici en touriste pour faire des photos et j'ai été pris au piège par Olivier. Donc j'ai rien préparé, donc je vais vous parler comme ça un petit peu rapidement pour essayer de vous faire un résumé de la situation. La situation du Venezuela aujourd'hui est préoccupante. Elle est préoccupante tout simplement parce qu'il y a actuellement en face de la côte vénézuélienne une flotte américaine, états-unienne pour les touristes, une flotte de la marine qui, d'une certaine manière, menace le Venezuela. Et la question qui se pose, c'est est-ce que les États-Unis ont ou non l'intention d'envahir le Venezuela pour renverser Nicolas Maduro. Alors la présence de cette flotte américaine, elle n'est pas, excusez-moi, je vais employer le mot américain, ça va plus vite que états-unien, qui serait plus politiquement correct, puisque les Péruviens sont des Américains, les Boliviens sont des Américains, etc. etc. Mais la présence d'une flotte de guerre nord-américaine en face des côtes du Venezuela, c'est pas nouveau. Ça s'est déjà produit en 2020 sous le premier mandat de Donald Trump. Bon, vous le savez, Hugo Chavez dans un premier temps, puis Nicolas Maduro dans un deuxième temps, sont depuis quasiment le début de la révolution bolivarienne dans la cible des États-Unis qui ne supportent pas de voir s'installer dans le pays qui a les plus grosses ressources du pétrole du monde, un gouvernement qu'on va appeler socialiste, la révolution bolivarienne. En 2018, Nicolas Maduro a été élu, les États-Unis n'ont pas reconnu la victoire de Nicolas Maduro à la présidence, et donc au terme d'une manœuvre qu'on va dire d'abracadabrantesque, pour reprendre les termes qu'on connaît en France, ont promu un candidat, un président autoproclamé, Juan Guaido. J'imagine que si vous êtes là, vous vous souvenez de cet épisode. Et puis pour délégitimer Nicolas Maduro, ils ont utilisé le thème, un thème qu'on va retrouver aujourd'hui, qui est le thème du narcotrafic. C'est-à-dire que, souvenez-vous, en 2020, sous le premier mandat de Donald Trump, la justice américaine, celui qu'on appelle l'attorney général, le ministre de la Justice, a déclaré que Nicolas Maduro était le chef d'un cartel de la drogue, qu'on appelle au Venezuela le cartel des soleils, qui sera un cartel composé de militaires vénézuéliens, et que Nicolas Maduro étant le chef de ce cartel des soleils, sa tête était mise à prix 15 millions de dollars. Ce qui est une première, déjà à l'époque, la mise à prix de la tête de Nicolas Maduro pour 15 millions de dollars, c'était supérieur à la prime pour Pablo Escobar à l'époque du cartel de Medellín. On a eu donc cet épisode qui finalement n'a pas donné de suite de la présence de la flotte américaine en face des côtes du Venezuela, puis l'arrivée de l'administration de Biden. Mais je vous signale au passage que l'administration de Biden n'a pas supprimé la mise à prix de la tête de Maduro. C'est-à-dire qu'on a eu des démocrates qui finalement ont eu la même politique agressive à l'égard de Nicolas Maduro que l'avait eu Donald Trump dans son premier mandat. Et puis Donald Trump, qui normalement, si les États-Unis n'étaient pas une république bananière, aurait dû finir comme Bolsonaro, c'est-à-dire condamné pour sa tentative d'inverser le résultat des élections à la fin de 2020. Trump est revenu au pouvoir et donc a repris l'agression contre le Venezuela. Alors Trump, on ne sait pas trop en fait en réalité, vous savez que tout le monde dit qu'il est qu'on ne sait jamais trop ce qu'il veut, ce qui est vrai. Sur le Venezuela, on ne sait pas trop ce qu'il veut. Il est aux États-Unis, il est confronté à deux grands courants. Il y a un courant qui veut absolument s'emparer du Venezuela, renverser Nicolas Maduro, en finir avec la révolution bolivarienne. C'est un courant qui a comme chef de file celui qui est devenu le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État Marco Rubio. Il y a un autre courant plus accommodant qui
après tout, pourrait se contenter de supporter Maduro parce qu'il y a du pétrole et qu'il y a des lobbies pétroliers aux États-Unis qui disent que c'est pas le moment de faire la guerre avec le Venezuela, on a besoin de son pétrole, donc on peut négocier un léger assouplissement de ce qu'on appelle le blocus, qui est un embargo terrible. Hein. L'embargo qui a été mis en place par les États-Unis contre le Venezuela a coûté au Venezuela 228 milliards de dollars. Ce qui explique ce que vous entendez régulièrement, c'est qu'effectivement la situation économique du Venezuela est compliquée. Elle a été très compliquée il y a 2-3 ans, elle est en train de s'améliorer, mais cet embargo des États-Unis a en partie détruit l'industrie pétrolière vénézuélienne, a touché toute l'économie vénézuélienne et donc évidemment les programmes sociaux et la population, d'où une vague migratoire. Trump donc, on ne sait pas trop. Dans un premier temps, il a permis à une multinationale américaine, la Chevron, de reprendre en partie l'exploitation pétrolière au Venezuela. Et donc, il a mécontenté son aile radicale. Et donc, vraisemblablement, pour arranger les relations avec son aile radicale, il vient de faire passer la prime sur la tête de Nicolas Maduro de 25 millions de dollars à 50 millions de dollars. Alors ça paraît ahurissant. Entre parenthèses, je vous signale que dans la communauté internationale, personne ne proteste en disant qu'on est avec les méthodes de cow-boy du 19e siècle et que ça n'a strictement aucun sens. Une nouvelle fois, Nicolas Maduro est accusé d'être le chef d'un cartel de la drogue, alors le cartel des soleils, et puis on a inventé une bande transnationale qui s'appelle le Tren de Aragua, le train d'Aragua, qui serait une bande de délinquance internationale qui serait dirigée par Nicolas Maduro pour déstabiliser les États-Unis. Excusez-moi, je vous raconte un roman, tout ça est complètement aberrant, mais néanmoins on en voit les conséquences directement sur le terrain. Et donc la tête de Maduro est mise à prix. On pourrait se dire à la limite tout ça c'est des gesticulations. On voit mal, quand on est rationnel, les États-Unis aujourd'hui envahir le Venezuela. D'abord parce que la fameuse flotte américaine qui est au large du Venezuela dont je vous parle, il y a 4000 Marines. Bon. On n'envahit pas le Venezuela avec 4000 Marines. Le Venezuela est un pays qui a préparé sa défense depuis l'arrivée de Hugo Chavez et qui est capable de résister à une agression. Alors pas forcément n'a pas la capacité de résistance d'une armée classique face aux États-Unis, mais on est dans une zone du monde où la guérilla on sait faire, où la défense on sait faire, où précisément le gouvernement depuis Chavez a organisé la milice. Alors la milice, en France, quand on parle de la milice, ça résonne mal parce que ça nous ramène à la Seconde Guerre mondiale avec les collaborateurs des nazis. Ça n'a rien à voir au Venezuela. Au Venezuela, la milice, elle existait à l'époque de Bolivar. C'est-à-dire c'est un instrument national et c'est le peuple en armes. Hein, c'est le peuple en armes. Donc, logiquement, il n'y a pas de danger d'intervention des États-Unis militairement aux États-Unis aujourd'hui. Sauf que, souvenez-vous quand, c'était encore en 2020, quand il y avait déjà cette première présence des troupes américaines en face des côtes du Venezuela, il y a eu une opération mercenaire qu'on a appelée l'opération Gédéon, qui a une espèce d'opération commando dirigée par des mercenaires américains, Jordan Goudreau, plus deux de ses hommes, qui a signé un contrat avec l'opposition de droite radicale vénézuélienne, mais l'opposition de droite modérée au Venezuela, il faut le dire. Il y a l'opposition qui est fascisante, qui est représentée actuellement par celle qu'on appelle la leader de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, qu'on nous présente comme une malheureuse qui est persécutée par le gouvernement de Nicolas Maduro, mais qui en réalité appuie Bolsonaro, appuie la politique israélienne à Gaza, je veux dire en fait est une néo-fasciste. Bon, on va parler d'extrême droite. Donc il y a eu cette opération Gédéon qui avait donc le Jordan Goudreau, le mercenaire américain, avait signé un contrat. Alors le contrat on le connaît, il existe. Si certains d'entre vous ont un doute en pensant que je suis en train de vous raconter des salades, on a la presse américaine qui est beaucoup plus décente que la presse française, a publié le contrat. Un contrat de 212 millions de dollars pour capturer ou éliminer Nicolas Maduro. C'est-à-dire un contrat d'ordre mafieux. L'opération Gédéon a échoué en 2020, précisément parce qu'elle a été détectée sur les côtes vénézuéliennes par la population. La population qui est une population organisée,
et qui donc a tenu les forces de sécurité qui arrivaient des bateaux un peu bizarres. On est dans la même situation donc. Il y a une prime de 50 millions de dollars sur la tête de Maduro. C'est-à-dire que l'objectif de ce prime, c'est, première chose, d'essayer de faire en sorte qu'au sein de l'armée vénézuélienne, quelqu'un trahisse Maduro pour une poignée de dollars et permettre de l'assassiner, de le renverser, de l'arrêter, etc., 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 etc. C'était d'ailleurs le but de l'opération Gédéon en 2020. Fracturer l'armée vénézuélienne. Parce qu'effectivement, je veux dire, il n'y a pas besoin d'un compromis extrêmement important si vous avez des complicités à l'intérieur de l'armée vénézuélienne pour éliminer Maduro. Et là, on a cette prime de 50 millions de dollars. Et vous avez un individu que vous connaissez peut-être qui s'appelle Eric Prince. Alors ça nous ramène en arrière. Eric Prince, c'était l'ancien patron de, je crois que voilà nos amis vénézuéliens qui arrivent, donc qui vont me remplacer. Mais donc vous avez encore un mercenaire, qui a annoncé que pour 100 millions de dollars, il s'occuperait de la tête de Maduro. Donc en fait, le danger, il est là. C'est-à-dire qu'on a une énorme pression des États-Unis pour favoriser des trahisons à l'intérieur du gouvernement vénézuélien. Vous avez des gens, des aventuriers qui sont tout à fait prêts pour 50 millions de dollars à essayer de renverser Maduro. Et vous avez les troupes américaines qui sont autour, qui sont susceptibles de l'intervenir si d'un seul coup, à la suite de cette opération, on essaie des troubles au Venezuela nécessitant une intervention évidemment humanitaire. Voilà, j'ai fini de faire l'intérim. Je vais laisser la parole à nos amis vénézuéliens et merci de votre attention. Merci Maurice, effectivement, pour cette introduction magnifique qui a vraiment campé les enjeux et nos camarades, effectivement, entre-temps ont pu arriver. Et donc, je laisse la place à ce moment-là au camarade Henri Parra, qui, alors la traduction sera assurée par... C'était le traduire. Ou alors, tu peux traduire. Yo traduis un peu. Si hablas despacio, yo te traduzco. Dime palabras. Maï fera la traduction. Très bien. Regularmente, el compañero que está aquí al lado mío es de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y yo soy del Partido Comunista. Siempre hablamos los dos de Yo hablé con el pero bueno, que se viene para acá. Habla tú primero, habla tú primero. Enchanté. Nous avons avec nous un camarade responsable du PSIV et une camarade responsable, donc secrétaire général du PCV, la responsable des relations internationales du PCV. Donc allez-y, venez ici, venez nous exprimer un peu la situation que vous vivez et on fait un peu de place. Alors, pardon. Alors, je ne sais pas qui prend la parole en premier, peut-être le... ¿Quién habla primero? ¿Quién quiere? Ok, hablas despacio para yo poder traducir, dar el tiempo para traducir. En primer lugar, debo dar las gracias a nuestros queridos compañeros, los organizadores de este evento tan importante aquí en la Fiesta de la Humanidad. Yo soy Roy Daza, diputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela e integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Oui, il voudrait remercier à la URS de les avoir accueillis. Oui, il est Roy Daza, député de l'Assemblée nationale de la República Bolivariana de Venezuela et aussi membre del Partido Socialista Unido de Venezuela.
En este momento Venezuela quizás vive la coyuntura más peligrosa y más determinante en 200 años de historia republicana. Dans ces moments, je considère que Venezuela est en train de vivre en des circonstances plus compliquées et dangereuses depuis 200 années. 7 embarcaciones de guerra de la Marina norteamericana y un submarino nuclear están rodeando nuestras costas en estos instantes. 7 bateaux militaires nord-américains et un sous-marin nucléaire sont prêts d'être dans notre côte du Caribe, Venezuela, en parte de Venezuela. Ante una situación tan grave, el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro ha tomado decisiones definitivas. A esta situación, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pris des décisions très dures. En primer lugar, llamó al alistamiento a toda la población, al alistamiento y a la organización de milicias a todos los venezolanos y a todas las venezolanas que están en el país. Lui, il a demandé à toute la population vénézuélienne, hommes et femmes, à être dans la réserve militaire comme miliciens du pays. Ha comenzado desde el día de antier el proceso de preparación de más de 8 millones de venezolanos en función de estar listos a la hora de que se produzca una invasión militar a Venezuela. Depuis le vendredi, toutes ces personnes, ces 8 millions de personnes ont été convoquées à les casernes pour recevoir une formation militaire y être prêtes a una posible invasión du pays. Han iniciado desde hace un mes más o menos una campaña mediática de injurias y de mentiras muy potente, muy fuerte en todo el mundo en contra de mi país. Depuis plus d'un mois, ils ont réalisé una campagne internationale beaucoup plus forte pour contre Venezuela et tout lo que arriba pour Venezuela. Ante las mentiras nosotros respondemos con la verdad de Venezuela. Face al mensonge, on répond avec la vérité pour Venezuela. El verdadero objetivo del imperialismo norteamericano con mi país es apropiarse de los 350.000 millones de barriles de petróleo que tenemos. El objetivo principal del imperialismo norteamericano es s'approprier de 300 millones de barriles. 350.000 millones. 350.000 millones de barriles de petróleo en este momento. Es la reserva probada más grande del mundo de hidrocarburos, pero además tenemos gas, bauxita, litio y oro. C'est la réserve de pétrole plus grande du mundo y en plus on a l'or, la bauxita, de fer, plein de mineros. Y las reservas de biodiversidad más gigantes del planeta, porque nosotros somos parte de la Amazonía. Y las reservas de agua, quizás las segundas, porque las primeras están en Brasil, las segundas son las de mi país, Venezuela. Es una reserva de la biodiversidad enorme, porque si bien la primera reserva c'est el Brasil, como somos de la Amazonía, la deuxième c'est Venezuela qui est partie de la Amazonía y qui a la reserva d'eau. De julio de 2024 a julio de 2025 se realizaron en Venezuela 7 elecciones constitucionales. A partir de julio de 2024 a julio de 2025. De
juillet 2024 à avril 2025 se sont réalisées 7 elecciones en Venezuela. En esas elecciones, el movimiento bolivariano y el polo patriótico hemos obtenido una victoria contundente. Durante esta elección, el pueblo venezolano, el pueblo revolucionario de Venezuela ha obtenido una victoria contundente. Así como también la oposición que participó en las elecciones también logró escaños en los parlamentos, en la Asamblea Nacional, en las gobernaciones y en las alcaldías. Aussi, la oposición, una de droite modérée, a obtenu des représentants dans les assemblées municipales et même dans l'Assemblée nationale. La facción fascista de la oposición ha quedado derrotada y aislada. La facción fascista de la oposición a été écrasée, a été vraiment mise en échec. No tiene ninguna posición de poder ni ejecutivo ni legislativo en el país. No une position ni dans l'exécutif ni dans le législatif du pays. Su único argumento hoy es la alianza con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que le ha ofrecido invadir militarmente a Venezuela. El único pouvoir qu'il y a, c'est la relation que eux ont avec Marco Rubio, el secretario d'État nord-américain, et eux l'ont demandé et lui a promis invadir Venezuela. Frente a esta agresión, el presidente anunció en el Congreso del Partido reunido hace 2 días Face à cette situation, el président Maduro, que aussi c'est le président del Partido Socialista Unido de Venezuela, a declaré: en primer lugar, en cualquier circunstancia, seguimos gobernando y llevando adelante el programa revolucionario por el que votó el pueblo. En primer lugar, il a dit: n'importe quelle est la circonstance, on va continuer avec el programa revolucionario y on ne va pas s'arrêter. Que llamamos el programa de las 7 transformaciones. El programa de las 7 transformaciones. En segundo lugar, consolidar el proceso de fortalecimiento de las comunas y de los circuitos comunales, que es democracia directa, el pueblo tomando decisiones y ejerciendo las funciones de gobierno. El segundo, c'est fortalecer las comunas, que c'est l'endroit, l'espace où el pueblo legisla y aussi manda. Donc, c'est pour fortalecer tout le qui est avec les communes, tous les circuits communaux, toute la red communale, la unión comunera. En tercer lugar, hay que decir lo siguiente. Desde 1997, el comandante Hugo Chávez definió la revolución bolivariana como una revolución pacífica. Il faut dire que depuis el comandante Hugo Chávez, il a défini la révolution, il a dit la revolución bolivariana c'est una revolución pacífica. En estos momentos hemos definido que de producirse una invasión militar de las tropas norteamericanas a territorio venezolano, declararíamos la república en armas. Si les États-Unis décident d'invadir Venezuela, lui a dit, Venezuela se declara una nación en armas. La república. La república en armas. Es muy importante el término porque ese es el término que usaba Simón Bolívar y los que le dieron la libertad a casi la mitad del continente americano. C'est très important cette définition parce que ça c'est une définition qui vient de Simón Bolívar, qui a réussi avec tous les instituts vénézuéliens l'indépendance
face à l'empire espagnol. Donc, pour nous récupérer cette position, c'est fondamental. Ayer, en horas de la mañana, hora de Venezuela, 285 cuarteles recibieron a millones de venezolanos que fueron a recibir entrenamiento militar para estar preparados ante la contingencia de una invasión. Hier, les Vénézuéliens et les Vénézuéliennes iront assister à 285 casernes pour commencer son formation militaire face à cette situation. Nuestra concepción política implica la fusión popular, militar y policial. Notre conception, c'est que la République doit être une fusion civile, militaire et policière. Todos deben estar conscientes que una agresión a Venezuela se internacionalizaría de manera inmediata, pero el presidente Gustavo Petro ha dicho no van a utilizar territorio de Colombia para invadir a Venezuela. On considère que si les États-Unis envahissent Venezuela, la lutte va être internationale. L'Amérique latine et les autres peuples vont être présents. Et précisément, le président de Colombie, Petro, vient de dire que le territoire colombien jamais sera utilisé pour attaquer le Venezuela. Todo el mundo sabe que una guerra en Venezuela sería una expansión inmediata hacia Brasil y hacia Colombia. Tout le monde qui connaît la géographie de l'Amérique du Sud va savoir que s'il y a une invasion, la guerre se va à développer tant en Colombie comme au Brasil, qui sont les pays frontières au Venezuela. Nosotros estamos haciendo hasta lo imposible por la vía diplomática y por la vía política para que no se produzca el enfrentamiento. Nous sommes en train de faire tous les dirigeants, toutes les démarches politiques pour que cette invasion ne se réalise, politique et diplomatique. Pero les decimos nuestra convicción: si atacan, vamos a resistir. Si resistimos y logramos avanzar, vamos a vencer a los imperialistas en cualquier circunstancia que se nos presente. En cualquier circunstancia que se nos presente. No importa qué circunstancia. Si se produce una invasión militar al país, si se produce una invasión militar a nuestro país, el pueblo en armas va a resistir. El pueblo en armas va a resistir. Y tenemos la convicción de que le vamos a ganar la guerra popular a los imperialistas. Que nous, on va gagner la guerra popular contra les imperialistas. No va a ser la primera vez que Venezuela le gana una guerra a los imperialistas. No va a ser la primera vez que Venezuela le gane una guerra al imperialismo. Tenemos la suficiente confianza y la suficiente moral para pedirles a ustedes su solidaridad con nuestra lucha. Nous, on a la suficiente confianza en vous de vous demander la solidarité dans ce moment avec la révolution bolivarienne. Muchísimas gracias. Gracias. Unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva el ALBA! ¡Viva el ALBA! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva la lucha contra el imperialismo! El compañero
PCB del Partido Comunista de Venezuela. Sí, en primer lugar, pedirle disculpas por haber llegado tarde. En primer lieu, demander les excuses pour avoir arrivé un peu tard. Debimos haber llegado a la hora exacta, pero bueno. On a dû arriver à prendre, Pero estamos aquí. mais nous sommes ici. Venimos a pedir la solidaridad de los pueblos del mundo para nuestra patria. Nous venons demander la solidarité pour les pueblos del mundo pour notre patrie. Nosotros decimos los comunistas, hoy más que nunca unidos contra el imperialismo. Nous disons les communistes aujourd'hui plus que jamais unis contre l'impérialisme. Entendemos, comprendemos los comunistas. A mí me acompaña aquí la secretaria nacional de organización de nuestro partido. Ici la compañera responsable de organización del partido. Que toda revolución tiene contrarrevolución. Que nous on dit que toute révolution a una contrarrevolución. Y los comunistas debemos prepararnos para derrotar la contrarrevolución. Les communistes, nous, on doit se préparer pour derroter la contrarrevolución. Y más cuando tenemos una conducción y un liderazgo que tiene la moral, como lo decía mi camarada, de pedirle la solidaridad a los pueblos del mundo. Plus qu'on a un líder qui un líder qui est révolutionnaire et qui a la dignité de demander la solidarité del pueblo. Hoy vemos que el imperialismo ofrece 50 millones de dólares por quien capture al camarada Nicolás Maduro. Nous, on a dans ce moment la situation de que les États-Unis demandent 50 millions de dollars pour la tête de Maduro. Pero no es saliendo de Maduro que se acaba la revolución. Mais n'est pas en sortant de Maduro que la révolution se va arrêter. Porque esta revolución no es de Maduro, esta revolución es del pueblo venezolano, conducida por el pueblo venezolano. Parce que cette révolution, c'est pas la révolution de Maduro, c'est la révolution del pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano veut la révolution. Por eso fue que cuando Maduro llamó al pueblo a alistarse como miliciano, el pueblo salió hace 21 días a anotarse como miliciano. Casi 8 millones de hombres y mujeres se fueron a anotar para defender la revolución bolivariana. Et la prueba c'est que quand Nicolás Maduro a dit il faut que tout le monde se aliste, se registre pour défendre la patria. Plus de 8 millions de personnes se sont notées. C'était 2 week-ends qui ont fait l'opératif et maintenant ça continue pour. Mais oui, plus de 8 millions de personnes se sont inscrites dans la réserve militaire. Y ayer, ese 8 millones de hombres y mujeres se presentaron en los cuarteles militares de Venezuela. Et hier, c'est plus de ces 8 millions de personnes qui sont présentées à les casernes, comme on dit, pour commencer el processus de formation militaire. Para recibir la respectiva formación necesaria, mínima necesaria, para enfrentar a nuestro enemigo que es el imperialismo norteamericano. Avec cette formation, la idée c'est qu'ils sachent comment défendre la République bolivarienne de Venezuela. Han dicho que es Maduro. Nosotros decimos que no es Maduro, es el petróleo lo que quieren, es el oro lo que quieren, es la bauxita lo que quieren, es el agua lo que quieren. Quieren los minerales de uno de los países que fortuna es más rico en minerales preciosos en el mundo. Beaucoup de gens disent que les États-Unis, le qui veut, c'est Maduro. Et on dit non, c'est pas Maduro. Il veut, c'est les ressources naturelles de Venezuela. Le pétrole, l'or, le bauxita, le gaz, tous les minéraux qui ont dans le pays. Los cuales ellos no tienen, los norteamericanos, petróleo nos sobra, lo quieren para ellos. Quieren apoderarse del petróleo cuando el mundo está comenzando a sufrir la necesidad de tramitar curso para el movimiento de la sociedad. Les États-Unis, lo que veulent, c'est le pétrole. Les États-Unis produisent son propre, ou extraient son propre pétrole. Mais la première réserve de pétrole vénézuélien, ils ont besoin pour continuer son processus capitaliste dans son pays. Acusar a nuestro país de ser un país narcotraficante
allí no se produce ningún tipo de droga. Ça, c'est l'autre argument. Ils sont en train de dire que Venezuela c'est un pays narcotrafiquant. Et ça, c'est pas vrai, parce que Venezuela ne produit un gramme de droga. No lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales. En Venezuela es libre de producción de droga. C'est pas nous qui le dit, comme l'a dit la vice-présidente de Venezuela à un moment donné, il ne faut pas utiliser, ou il n'aime pas utiliser le rapport de la DEA, mais la propre organisation de contrôle des drogues des États-Unis dit que Venezuela n'est pas un pays qui produit drogue. Colocan barcos, 1200 misiles apuntándonos que para combatir la droga que pasa por el Caribe. Ils sont en train de dire que tous ces forces navales et sous-marines qui ont mis dans la côte, c'est pour protéger les États-Unis de la droga qui passe pour les Caraïbes. Según los organismos internacionales, por esa área, lo máximo que pasa es el 5% del total de la droga que sale de Colombia. Selon les organismes internationaux, dit que la droga qui provient de Colombie, d'Équateur, de Pérou, ne passe pas pour Venezuela. À peine 100% de toute la droga passe pour les Caraïbes, mais el 95% c'est pour le Pacifique. En el Pacífico es la gran vía de la droga. ¿Quién la distribuye? Gobiernos que son arrastrados al imperialismo norteamericano, que obedecen al imperialismo norteamericano. La droga passe principalement pour le Pacifique et est appuyée par le propre gouvernement qui appuie ce trafic de drogue. Dans le cas d'Équateur, c'est grave. Vraiment, le président d'Équateur, c'est un président qui même a été avant considéré, lui c'est le fils d'une grande entreprise panamière, et c'était un des premiers responsables de la drogue qui vient ici à Europe et qui passe à les États-Unis. Bueno, es falso, totalmente falso que tengamos alguna vinculación con drogas. Lo que sí es cierto, que si esa es la justificación para ponerle la mano a nuestros recursos, tendrán que enfrentarse en un pueblo alzado en armas. Si la justificación de los Estados Unidos se ve dire que Venezuela sea un país narcotraficante et qu'avec cette excuse, ils vont envahir le pays, ils vont se retrouver avec un pueblo organisé et armé qui va défendre son territoire et qui va dire c'est pas vrai ce que nous sommes en train de dire. Desde que llegó Chávez en 1999, ya en el 2002 el imperialismo intentó derrocarlo. Depuis que Hugo Chávez est arrivé au Venezuela à la révolution, les États-Unis ont fait tout pour les chasser. Llegaron, lo secuestraron y fue el pueblo quien salió a liberar a Chávez del secuestro sin armas, dando el pecho. Ese pueblo en el 2002 fue quien enfrentó a los golpistas que eran al servicio del imperialismo norteamericano. En el 2002, il y a eu un coup d'État appuyé évidemment por Norteamérica contra Hugo Chávez Fría. Et ils ont séquestré a Chávez. Et c'était el pueblo que en 72 heures a sorti à la rue et a demandé la libération de Chávez y Chávez a retourné au pouvoir. Han pasado desde ese golpe de Estado 22 años. Depuis ce coup d'État, ils ont passé 22 années. Han intentado invadirnos. Ils ont intenté nous envahir. No sabemos cuántas veces intentaron
han intentado matar al camarada Nicolás Maduro. Il y a plusieurs fois qui ont essayé d'assassiner à Nicolás Maduro. Recientemente se han incautado depósitos enormes de armas que lo tenían escondido los fascistas venezolanos. Récemment, les services de sécurité du ministère de l'Intérieur de Venezuela a récupéré un gros chargement d'armement qui avait réuni la droite dans une région de l'Orient du pays pour générer una situación de conflicto al interior de Venezuela. Lo cierto es que a los fascistas lo hemos derrotado electoralmente y en la calle. La realidad es que al fascismo venezolano on l'a écrasé tant electoralement como dans la rue. Hoy están minimizados Aujourd'hui, son mínimos. y como los yanquis saben que ya no pueden hacer nada con ellos, Como el Yankee sait qu'il ne peut pas faire plus en Leiden, han asumido de frente el derrocamiento del camarada Nicolás Maduro. ils ont assumé directement essayer de derroquer Nicolás Maduro avec une invasion. Solo usted decirle que si intentan invadir nuestra patria, América Latina será otro Vietnam para los yanquis. Bon, je voudrais dire que si les États-Unis vont envahir Venezuela, la única chose que je peux vous dire, c'est que l'América Latina y Venezuela sera un nuevo Vietnam pour les Y États-Unis. saldrán derrotados como salieron derrotados en Vietnam. Ils seront écrasés comme ils ont été derrotés pour Vietnam. Sabemos que es el imperio más grande del mundo. On sait que c'est l'intérieur plus grand du monde. Lo eran cuando entraron al Vietnam. Ils l'ont été quand ils ont été au Vietnam. Allí fueron derrotados. Là-bas, ils ont été derrotés. Nosotros también los derrotaremos. Nous aussi, on le fera. Con la solidaridad de todos los pueblos del mundo. Por eso estamos aquí pidiéndole a ustedes la solidaridad con nuestra patria, con los hombres y mujeres que nos la estamos jugando. C'est pour ça que nous, ici, et vous demandons la solidarité, parce que nous, là-bas, on est en train d'écraser les États-Unis. Unidad, unidad de los revolucionarios y revolucionarias del mundo. Unité, unité, unité de les révolutionnaires du monde. Gracias. Merci. Gracias, merci beaucoup, merci. Marcelo, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva el ALBA! ¡Viva el ALBA! ¡Viva la lucha armada del pueblo venezolano! ¡Viva la lucha armada del pueblo palestino! ¡Viva! ¡Viva la lucha armada contra el imperialismo! ¡Viva! ¡Viva la lucha del pueblo palestino, del pueblo venezolano! ¡Viva! ¡Viva el internacionalismo! ¡Viva! Gracias.